Microsoft Teams pour L'Oréal, c'est bien plus qu'un simple outil, c'est un élément essentiel de l'efficacité de l'organisation. On est déjà à 21 usines dans le monde à produire du gel. Je partage mon écran. On s'est déjà fait livrer là, les 100 premiers 1000 flacons à destination des hôpitaux. Vous voyez bien? Oui. Parfait. Microsoft Teams est le lien et l'outil qui nous a unis durant toute cette crise. Eh bien, bonjour à tous, je suis Mathieu Silberman, responsable de l'offre Microsoft 365 et nous allons passer les 45 prochaines minutes ensemble pour comprendre comment faire rimer travail en mobilité et sécurité, c'est-à-dire que nous allons, avec l'aide de Grégory Scola-Grimaldi, responsable de la stratégie cloud d'Orange Cyberdéfense, et d'Étienne Lacour, directeur avant-vente Microsoft 365, nous allons approfondir la sécurité dans la plateforme Microsoft Teams. Donc on est ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui. Et avant de démarrer cette étude de la sécurité, nous souhaitions partager avec vous quelques chiffres pour illustrer l'explosion de l'usage de Teams ces dernières semaines et ces derniers mois. Donc aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a plus de 75 millions d'utilisateurs actifs quotidiens de Microsoft Teams et on peut comprendre cette progression fulgurante de ces dernières semaines depuis le mois de mars, avec le petit graphe que vous voyez normalement en haut à droite. Et donc, il y a un an, au mois de juillet 2019, il y avait 13 millions d'utilisateurs actifs. Donc, nous sommes passés de 13 millions à 32 millions en mars et de 32 millions à 75 millions en ce moment. Ces 75 millions d'utilisateurs actifs, c'est en fait jusqu'à 200 millions de participants qui se sont connectés à une réunion Teams, telle qu'on est en train de faire. 200 millions en une seule journée, c'est 200 millions ayant cumulé 4,1 milliards de minutes. Donc, des chiffres qui donnent un petit peu l'illustration de cette explosion. Aujourd'hui, c'est également 20 entreprises qui ont plus de 100 000 utilisateurs simplement au sein de leur entreprise qui utilisent au quotidien Teams. Et pour n'en citer qu'une seule d'entre elles, Accenture, avec plus de 500 000 utilisateurs. Teams n'est pas qu'un usage professionnel, c'est également un usage dans le monde de l'éducation. Aujourd'hui, 183 000 établissements d'enseignement utilisent Teams au quotidien et rien qu'aux Émirats arabes unis, 350 000 étudiants reçoivent leurs cours grâce à Teams. Alors, pour certains d'entre vous, ça sera quasiment une offense de vous représenter Teams. Néanmoins, en 30 secondes, vous rappelez les grands fondamentaux de cette plateforme. On a vu la courbe d'explosion. Il y a quelques dizaines de millions d'utilisateurs qui ont découvert ces dernières semaines Teams au travers de l'usage pour joindre des réunions en ligne et pour passer des appels. Mais ce n'est pas que ça, puisque c'est également la capacité de faire du chat au quotidien et de collaborer au sein d'équipes pour pouvoir partager des documents et partager des nouvelles. Mais c'est également beaucoup plus. C'est la capacité de partager des applications, soit les applications de Microsoft telles que Planner, Excel, Office, on en verra quelques éléments tout à l'heure, mais également partager des applications tiers, celles que vous utilisez d'autres éditeurs au quotidien, et également la capacité d'exécuter des processus métiers, des process d'approbation, par exemple, directement au sein de la plateforme Teams. Alors, si on zoome un petit peu au sein de chacune de ces grandes fonctions, qu'est-ce qui fait la différence entre Teams et d'autres solutions de collaboration? Eh bien, d'ores et déjà, concernant le cycle de vie du meeting. Avec Teams, je vais pouvoir réaliser l'ensemble de mon cycle de vie de la réunion, puisque pour préparer la réunion, je vais pouvoir co-construire le document. Par exemple, aujourd'hui, cette présentation PowerPoint que nous vous partageons, nous l'avons co-construite à plusieurs au sein de Teams. Pendant la réunion, je vais donc pouvoir diffuser la réunion pendant la réunion. Et puis, une fois la réunion terminée, je vais pouvoir suivre les actions, suivre les notes qui ont été prises, que j'ai participé à la réunion ou non, puisque quelqu'un pourra m'ajouter à cet environnement. Et surtout, si la réunion a été enregistrée, je vais pouvoir revisionner l'enregistrement de cette réunion, et puis surtout de manière très impressionnante, grâce à l'intelligence artificielle, dans le petit moteur de recherche contextuel, si je tape quelques mots, eh bien en fait je vais pouvoir retrouver certains éléments, le nom du projet que j'ai tapé au sein même de mon enregistrement. Teams, c'est également une expérience de haute qualité et simple à utiliser. Une expérience de haute qualité puisque j'ai les codecs
qui vont être de très grande définition jusqu'à des codecs plus bas, qui vont s'adapter automatiquement en fonction de la bande passante dont je dispose, la bande passante du réseau sur lequel je me suis connecté. Teams, c'est également la capacité de coéditer en temps réel des documents pour travailler dessus. Je vous ai donné l'exemple de la présentation PowerPoint tout à l'heure. C'est également la capacité de se connecter, quel que soit le device que j'utilise, mon PC, mon Mac, un téléphone mobile et de manière générale un navigateur web. Je peux également me connecter depuis une salle de réunion, depuis laquelle je pourrais me connecter simplement en appuyant sur un bouton sur la plateforme de contrôle. Teams bénéficie de l'intelligence d'Azure, de l'intelligence artificielle des services Azure. Quelques illustrations de ces services, par exemple la capacité d'afficher en temps réel des sous-titres, ce qu'on appelle du transcript d'un événement, d'une vidéo, voire même de les traduire d'une langue à l'autre, ce qui permet d'inclure plusieurs personnes. C'est également la capacité de partager des documents, on l'a vu tout à l'heure, de partager un écran, mais voire même de partager un tableau blanc sur lequel je vais pouvoir dessiner de manière manuscrite. Un tableau blanc qui peut être sur mon PC ou sur un device comme une Surface Hub. Et puis, une des fonctions qui est devenue une des fonctions phares de ces dernières semaines, avec la généralisation du temps de travail, c'est le floutage dans mon arrière-plan, ce que j'utilise aujourd'hui, ce floutage que je peux même remplacer par un fond d'écran personnalisé que j'ai choisi. Et puis, le dernier élément, certains diront peut-être le plus important, c'est la spécificité de Teams comme plateforme dédiée à l'entreprise qui a été construite by design, comme on dit, pour pouvoir être en ligne avec les exigences de sécurité et d'administration de l'entreprise, mais je ne vais pas rentrer dans le détail puisque c'est justement l'objet de ce meeting. Alors, sans plus attendre, je vais donner la parole à Grégory. J'espère que Grégory, tu nous attends. Grégory va nous présenter l'étude Orange Cyberdéfense. Et puis, pour chaque paramètre de sécurité étudié par Orange Cyberdéfense, nous passerons la parole à Étienne Lacour, qui rentrera dans le détail de ce niveau d'exigence pour la plateforme Teams. Grégory, je peux te laisser la parole? Oui, est-ce que vous m'entendez correctement? Oui, je t'entends très bien. Super, donc je vois les slides en direct, donc parfait, alors allons-y. Eh bien, on te laisse la parole pour la visioconférence entre sécurité et fonctionnalité. Je suis prêt, j'ai juste... Est-ce que le slide... Oui, le slide est en train de s'afficher. Il y a peut-être un petit décalage pour toi, mais nous affichons le slide visioconférence entre sécurité et fonctionnalité. Donc, tu peux le commenter. Si tu ne le vois pas, comment effectivement, on en parle. Autant pour moi, Donc, on a en fait chez Orange Cyberdéfense, donc nous sommes 2100 collaborateurs actuellement dans plus d'une dizaine de pays. Vous allez voir, c'est important parce que les personnes qui ont fait cette étude sont de pays différents. Mais j'y reviendrai après. Au niveau de l'étude, en fait, ce qui s'est passé mi-avril, c'est qu'il y a un certain nombre d'articles qui sont sortis sur des problématiques de sécurité d'un autre outil de visioconférence qui s'appelle Zoom. Automatiquement, chez Orange Cyberdéfense, quand ce genre d'article commence à sortir, automatiquement, nos clients nous contactent pour savoir en fait qu'est-ce qu'il en est de cet outil, mais pas uniquement de celui-ci, mais d'autres outils de visioconférence. Quel était notre avis, nos conseils à donner au niveau de la sécurité de ces outils de visioconférence. On a reçu un certain nombre de mails et automatiquement, en fait, nous avons décidé de traiter le sujet, d'écrire un article sur notre blog, sur notre site orangecyberdéfense.com. Du coup, on a concentré notre étude à la base, pas uniquement donc, sur la première solution que j'ai citée, mais sur 10 solutions. Les solutions les plus utilisées, on va dire, du marché, hein, celles que vous connaissez tous. On a aussi fait ajouter 2 solutions de logiciels libres et une solution aussi française. Les 4 consultants qui ont intervenu dans cette étude sont Charles, qui est basé en Afrique du Sud, Quentin, donc, qui est basé en France, Jérôme, qui est basé au Maroc, et Karl, qui est basé en UK. Donc, ils ont créé un petit groupe de travail et ils se sont mis, en fait, à étudier la sécurité de cet environnement de visioconférence. Aujourd'hui, effectivement, je me concentre sur Teams. Il n'y a pas eu de test technique, hein. Ça a été de l'analyse documentaire, donc tout ce qui est datasheet, white paper, tout ce qui est sorti autour en fait, de cet outil de Teams. Et effectivement, avec aussi un retour d'expérience en tant qu'utilisateur
chez Orange Cyberdéfense. Sachez qu'en plus, nous utilisons cet outil en interne chez Orange Cyberdéfense. Du coup, on a fait un domaine d'études dans 5 critères, en fait, chiffrement, authentification, la réglementation juridiction, la gestion des vulnérabilités et le vulnerability management. Et donc, dans les slides juste après, je vais vous décrire en fait quels sont les services qu'on a checkés et voir les résultats ensemble. Voilà. Donc là, on affiche encryption et authentification. Super. Donc effectivement, nous avons commencé d'abord sur la partie chiffrement. Comme vous le voyez sur votre gauche, alors c'est en anglais, puisqu'en fait, nous avons fait une étude sur plusieurs solutions. Et donc, nous avons chaque fois remis cette fonctionnalité de sécurité qui nous semble indispensable. Donc, la première, effectivement, c'est d'utiliser un algorithme de chiffrement. Donc, évidemment, Teams le propose complètement. Une clé de chiffrement forte, c'est pareil, c'est complet. Je ne rentre pas dans les détails, mais si vous voulez avoir les détails, effectivement, sur notre blog, vous retrouverez, c'est de la AES 256 par exemple. Donc, vous avez plus de détails. Là, c'est vraiment pour moins de technique et vous expliquer les tests qu'on a fait. Enfin, pardon, effectivement, les informations qu'on a qu'on a trouvées. Donc, la donnée est chiffrée de bout en bout, ça c'est bon aussi. On a mis un unclear, donc effectivement, c'est partiel pour nous, puisque nous n'avons pas la confirmation de Microsoft que, en cas de, si la donnée passe par un serveur tiers, est-ce qu'il appartient à Microsoft et est-ce que est chiffré aussi sur ces serveurs? Voilà, donc pour nous, on avait que l'information partiellement. Tout le reste, effectivement, c'est chiffré, la voix, la vidéo, le texte, le fait qu'on vous faites des transferts de fichiers, ça aussi, c'est entièrement chiffré. Vendor technically can decrypt the data at any point. C'est partiel, puisque comme vous le savez, effectivement, nous ne sommes pas sûrs à 100% que Microsoft peut avoir en fait le double des clés de chiffrement. Et donc, partiellement, il pourrait peut-être, je dis bien peut-être, hein, donc c'est un point de vigilance, pourrait les décrypter. Nous n'avons pas eu, effectivement, nous ne sommes pas à 100% sûrs. Et évidemment, l'encryption au fil du temps, il n'y a aucun problème aussi. Sur votre droite, donc la partie c'est authentification. Donc sur l'authentification, on a vu qu'il n'y a aucun problème. On peut définir un mot de passe pour l'administrateur. Ça supporte le multifactor authentification. C'est complètement intégré avec l'Active Directory évidemment de Microsoft. Et en plus, donc on peut utiliser le SSO. Donc ça c'est complètement, ça répond parfaitement. Il y a une offre de RBAC, vous savez, c'est Role Based Access Control. Donc, c'est avec quoi vous vous connectez, qui et où, par exemple. Voilà, c'est ça, en fait. Effectivement, vous pouvez mettre ce genre de règles. On a 2 nœuds, en fait, c'est au niveau de la gestion des mots de passe. Donc, le premier, c'est qu'en fait, on ne peut pas choisir la policy, de mettre un mot de passe, de définir la policy de mot de passe. Et ce que je veux dire par là, c'est que souvent dans vos sociétés, vous avez une PSSI, et dans la PSSI, il y a marqué, voilà, la politique pour définir un mot de passe. Et effectivement, ici, vous ne pouvez pas le faire. Voilà. Donc, sachez que vous ne pouvez pas, c'est Teams qui définit sa propre politique et vous ne pouvez pas la changer. Voilà, effectivement, sur ces 2 premiers sujets, et je laisse la main à Étienne pour compléter les informations. Étienne, je projette le slide de Microsoft qui décrit l'architecture de l'identité. Étienne, on t'a perdu? Non, mais le syndrome du mute, le fameux syndrome du mute. Bonjour à tous, oui, Étienne Lacour, donc je suis responsable des avant-ventes en charge notamment de toute la partie communication unifiée et sur la partie Teams. Et je vous propose, c'est de rentrer dans un certain nombre de points. Alors peut-être pas de parler des trains qui arrivent à l'heure et des critères qui sont à Fouly, puisque là, en effet, il y a énormément d'éléments et c'est un des points de vigilance extrêmement importants, c'est que Teams soit toujours dans les plus hauts niveaux de sécurité et de conformité, de la plateforme M365 au sens large, de Teams bien entendu en particulier, mais plutôt de revenir sur un certain nombre d'éléments qui sont déjà des fondamentaux. Grégory en a décrit un certain nombre, et ensuite de donner un peu plus d'éléments sur des choses qui sont soit unclear, soit qui sont per Shally, expliquer pourquoi et comment cela fonctionne.
Donc déjà, en effet, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on est une des solutions de référence en termes de sécurité? Tout simplement parce qu'on repose déjà sur un socle extrêmement robuste conçu, qui n'est pas spécifique à Teams, hein, qui est global à toute la plateforme Microsoft Cloud et qui s'appelle Azure AD, donc pour la gestion notamment de toute la partie authentification et qui permet de bénéficier de tout un ensemble de services, de gestion d'authentification multifacteur, d'énormément de fonctionnalités aussi liées à la détection d'intrusion et à la détection de hacks, hein, de capacités ou de tentatives d'usurpation d'identité. Mais au-delà de ça aussi, la capacité de gérer tout l'environnement de connexion de l'utilisateur, c'est-à-dire de gérer l'accès conditionnel, c'est-à-dire en fonction de la localisation de l'utilisateur, d'être capable de définir des politiques de connexion permettant d'élever ou de réduire le niveau d'authentification en fonction de la nature. Est-ce que le client est sur un réseau sécurisé? Est-ce qu'il est sur un device qui est managé? Est-ce qu'il demande un accès à des ressources qui sont extrêmement critiques, etc. Donc on est capable d'avoir une granularité liée au couplage Azure AD plus la partie gestion des accès conditionnels extrêmement importante. Le deuxième point, là aussi, sur le point qui était décrit comme unclear, c'est en effet, Mathieu, si tu peux passer au slide suivant, c'était toute la partie gestion de la chaîne de connexion, où là, un élément extrêmement important, c'est qu'en effet, on est propriétaire de l'ensemble de nos data centers, de l'ensemble de nos machines, avec des règles d'infrastructure et d'architecture extrêmement exigeantes, extrêmement rigoureuses. Donc, on a une centaine de data centers, on en a quelques-uns en France, avec des niveaux de sécurité en termes d'accès physique qui sont extrêmement importants. Mais au-delà de ces accès à ces équipements-là, donc qui hébergent l'intégralité des services et des serveurs de traitement de toute la chaîne de connexion de Teams, que ce soit du stockage ou du routage, nous sommes aussi propriétaires d'une grande partie, enfin de l'intégralité du réseau Microsoft Network sur lequel vous allez vous connecter au plus près normalement de votre point d'accès. Donc il y a en effet une petite frange comme l'impose bien entendu tout service en mode SaaS cloud public. Donc vous allez avoir une partie du trafic qui va passer sur votre lien fournisseur d'accès Internet. L'objectif c'est qu'elle soit la plus faible possible, non pas tellement généralement pour des problématiques de sécurité puisque tous les flux sont chiffrés, mais plus pour des problématiques de qualité et de résilience, puisque bien entendu sur ce brin Internet, on n'est pas capable de garantir la qualité, ce qui est ce que nous on garantit sur notre réseau Microsoft. Donc si tu vas sur le slide suivant, Mathieu, on va voir comme ça une map de l'ensemble de notre réseau. Voilà, donc vous voyez ici avec le Global Network, donc aujourd'hui on a le deuxième réseau de connexion et d'interconnexion entre nos différents data centers avec plus de 2500 partenariats avec des fournisseurs Internet et plus de 190 points de peering qui vous permettent de vous connecter au plus près et donc de réduire. Donc par rapport justement à l'encryption, donc au chiffrement des données, l'intégralité des données est chiffrée, mais en plus sur un réseau qui est en grande partie propriété de Microsoft. L'autre point qui était sur la partie encryption de bout en bout, quand on parle d'encryption de bout en bout, c'est-à-dire y compris sur les serveurs de chiffrement, des serveurs de traitement, pardon. Donc là, on a en effet pas pris cette option-là, donc tout simplement parce que ça suppose une dégradation du nombre de services, puisque si vous chiffrez les données sur vos infrastructures, eh bien vous êtes incapable de rajouter tout ce que l'on propose en termes de valeur ajoutée, notamment la partie dont parlait tout à l'heure Mathieu, sur la partie chiffrement, la partie transcription, enfin la partie transcription, pardon, la partie traduction, toutes les fonctionnalités autour des bots que l'on peut rajouter dans le circuit du meeting, etc. De plus, ça limite des fonctionnalités extrêmement basiques comme le couplage audioconférence, par exemple, ou les couplages d'interopérabilité vidéo. Donc, le challenge, en fait, aujourd'hui, la dégradation en termes de niveau de qualité serait plus important que l'ajout potentiel de sécurité, sachant que, de plus, même si on rajoute une sécurité liée à ce chiffrement, on se retrouve dans certaines situations à être non conforme et à ne pas pouvoir appliquer un certain nombre de règles de type gestion de confidentialité
conformité de conservation de la donnée, au contraire de destruction de la donnée en fonction de contenu, etc. Donc toutes les fonctions qu'on appelle compliance, ou même parfois on ne serait même pas capable de respecter des contraintes réglementaires, d'enregistrement légal par exemple, si on avait ce type d'approche. Donc c'est pour ça que cette approche n'est pas retenue aujourd'hui pour Teams, et on préfère la partie, ce qu'on appelle le ECE, donc le Enterprise Compliance and Completion, où on essaie d'avoir le plus haut niveau permettant de garantir le niveau de sécurité tout en respectant un certain nombre de contraintes et de ne pas pénaliser le niveau de service. Mais il n'y a pas de compromis sur la partie sécurité. Voilà sur cette partie véritablement encryption-authentification qui, pour résumer, repose avant tout sur les fonctionnalités fondamentales du cloud Microsoft en mode SaaS, c'est-à-dire Azure Active Directory, et tous les composants tiers et complémentaires qui permettent d'assurer la garantie d'identité et la garantie du trafic via des chiffrements avancés. Grégory, je te repasse la main. Donc, on est sur le slide de Security Management et Vulnerability Management. Très bien. Au niveau de Security Management, effectivement, nous avons testé un certain nombre de fonctionnalités de sécurité. Et comme vous le voyez, au niveau de l'accès au meeting, on a mis partiel parce qu'effectivement, on peut mettre quelqu'un dans une waiting room, mais par contre, on ne peut pas faire de lockout et de banning. Donc voilà, c'est ce qu'on a remarqué. Effectivement, le reste, après, on est fully. Ce que je veux dire par là, c'est que Teams répond complètement à la fois tout ce qui est contrôle de partage d'écran, on peut dire ou non si on veut partager les fichiers, prendre le contrôle sur quelqu'un, il y a toujours une demande de confirmation. On a une console, on peut voir tout ça d'une façon centralisée et contrôler tous ces services de sécurité. Ensuite, on peut vérifier effectivement la version du software au niveau des endpoints, c'est important aussi. Et on a un outil aussi de conformité. On peut faire des audits et des reports. Et enfin, on peut mettre en place effectivement activer le DLP, donc vérifier que Data Loss Protection, pour un service de sécurité en plus pour pas qu'il y ait de fuite de données ou que via Teams on envoie des fichiers à droite à gauche. Enfin, sur votre droite, Vulnerability Management, effectivement, donc comme vous le voyez, c'est les scores du National Vulnerability Database, donc c'est un organisme américain, d'État américain, qui effectivement donne un pourcentage, enfin un niveau au niveau des vulnérabilités. Et tiens, je pense que j'en dirai plus un peu après. On a juste effectivement, on a eu l'information sur les vulnérabilités qui sont sur Microsoft. On a mis partiel parce que voilà, peut-être qu'on a trouvé effectivement que on n'avait pas toutes les informations. Enfin, je pense qu'on a l'essentiel effectivement, mais que comme tout bon expert de cybersécurité, on en veut toujours plus. Et enfin, effectivement, il y a Microsoft autorise la chasse aux bugs sur Teams. Voilà. Je te rends la main, Étienne. En effet, donc le principe, comme on le disait un peu en introduction, donc on repose sur l'intégralité des fonctionnalités de sécurité de Office 365. Donc Teams applique exactement les mêmes règles, donc déjà de privacy, de gestion de la donnée privée, puisque à aucun moment, c'est une solution donc entreprise, donc à aucun moment les contenus sont utilisés à d'autres fins que ce pour quoi elles sont conçues. Donc, vous gardez complètement la maîtrise de vos données, la maîtrise de vos accès, pas de modèle de gestion de l'information au-delà de ceux qui sont décrits dans nos termes d'usage de nos mesures. Et de plus, donc ça c'est vraiment une donnée extrêmement importante sur la gestion de la donnée privée, qui est d'ailleurs décrit de façon assez complète dans le Transparency Hub pour décrire exactement comment sont utilisées la donnée de rétention, la donnée de destruction des informations, comment est géré le cycle de vie des informations qui reste complètement votre propriété. Et puis, bien entendu, pour aider les clients à définir le bon niveau de sécurité, puisque souvent la sécurité peut être, la faille vient de la configuration.
Nous avons tout un ensemble de règles et de bonnes pratiques qui sont matérialisées par un Secure Score, qui vont aider l'administrateur à définir le bon niveau de sécurité pour avoir le meilleur compromis entre gestion de la complexité de connexion, gestion du niveau de sécurité, pour pouvoir avoir non seulement une infrastructure complètement sécurisée en termes d'accès pour les administrateurs, mais aussi que pour les utilisateurs, leurs données soient conservées dans les meilleures conditions, avec les meilleures règles de rétention. Et le système va justement se baser aussi sur du machine learning pour proposer des actions soit correctives, soit d'amélioration, permettant de réduire la surface d'attaque et pour améliorer continuellement la sécurité. Au fur et à mesure, bien entendu, que de nouvelles règles, de nouvelles policies et de nouvelles solutions apparaissent dans notre infrastructure, eh bien, nous proposons de durcir justement cette infrastructure et de durcir le score de chacun des utilisateurs et de chacun des clients. Après, bien entendu, sur ces phases de protection, les protections ne sont pas absolues et il va y avoir toujours la nécessité de détecter et puis de remédier, bien entendu, à des tentatives d'intrusion. Donc pour ça, on repose Teams justement une intégration forte avec ce qu'on appelle le Microsoft Threat Protection. Donc c'est la résistance aux attaques. Alors bien entendu aux attaques liées à l'identité, de voir des comportements déviants, bien entendu la sécurisation des endpoints, mais aussi la sécurisation des comportements au travers l'analyse de tout ce qui peut être event log, donc du type voyage impossible pour se connecter sur votre Teams, quelqu'un qui essaierait de connecter sur 2 Teams différents, qui essaierait de partager des liens qui sont des liens malicieux générant du phishing, etc. Donc on repose sur tout un ensemble d'outils permettant de détecter, bien au-delà de ce que font bien entendu nos compétiteurs qui n'ont pas ce type de briques, qui ne sont pas des briques spécifiques à Teams, il faut en être conscient, mais qui sont proposées nativement dans Teams et que l'on peut étendre à travers les offres sécurité de toute la partie security and compliance. Si on peut avancer un petit peu, Mathieu, pour justement compléter ce point-là, et donc la capacité justement de gérer des alertes spécifiques avec une approche qui est totalement, qui n'est pas spécifique à Microsoft, mais qui est poussée à son extrême, qui est ce qu'on appelle le zéro trust, c'est-à-dire de ne pas faire confiance par définition ni à l'utilisateur, ni au réseau, ni au poste de travail, mais que ce soit la conjonction de tout un ensemble de règles et de politiques de sécurité qui vont limiter le risque. Le risque zéro n'existe pas, mais en tout cas pour limiter au maximum cette surface d'empreinte, cette vulnérabilité, et si jamais vulnérabilité existait et quelqu'un s'introduit ou arrive à avoir un comportement malicieux, de réduire au maximum l'impact de cette malveillance et de très très rapidement répondre en sécurisant d'autres infrastructures, d'autres utilisateurs, et pour pouvoir redémarrer ou démarrer tout simplement dans les meilleures conditions pour éviter notamment les problématiques de ransomware, des problématiques de phishing, etc. Donc c'est un cycle permanent que vous voyez, identifier, protéger l'utilisateur, détecter les attaques, répondre à ces attaques et retrouver une situation nominale de façon continue avec les trillions d'événements qui arrivent sur notre infrastructure. Et je propose de repasser peut-être à Grégory, s'il nous entend toujours, sur la partie juridiction. Donc là, oui, Grégory, tout à fait, en fait, merci. Au niveau de la juridiction, comme vous le voyez, c'est le dernier tableau et la dernière phase de l'étude qu'on a fait. Comme vous le savez, Microsoft est une société américaine. On a effectivement mis un partiel au niveau que le vendeur ne peut pas accéder techniquement à nos données. Bon, Yann nous a expliqué effectivement le principe de l'hébergement des données, mais pour nous c'est partiel puisque Microsoft effectivement, si pour des raisons juridiques, souhaite avoir accès. Donc c'est pour ça qu'on a à vos données, effectivement vous êtes sur un environnement Microsoft. C'est plus effectivement depuis qu'on est passé sur Microsoft 365, c'est une offre, une solution 100% cloud, donc on ne peut pas la mettre on-premise. Et enfin effectivement elle répond à toutes, notamment tout ce qui est conformité et régulation type GDPR, enfin RGPD pardon en français, et tout ce qui est conformité par rapport aux bonnes pratiques de sécurité ou tout ce qui est autour de l'ISO 27000.
Voilà, en fait, c'est vrai que juridiction, c'est moins technique. Je te laisse la parole, Étienne. Oui, donc pour en effet compléter principalement donc les éléments qui sont soit no, soit partiels. Donc en effet, c'est une solution qui n'existe que cloud, mais qui a des capacités d'hybridation pour des clients qui auraient pour des contraintes soit réglementaires, soit technologiques, soit d'historique. Donc un couplage très fort avec la partie Skype Entreprise. Hein. Je rappelle que Teams est une évolution cloud en reprenant un certain nombre de concepts et d'évolution de la partie Skype on-prem, donc qui est capable de travailler de concert. Et d'ailleurs, dans l'étude Orange OCD, je vous renverrai puisque la partie Skype on-prem fait partie de l'étude. Mais là, qui est donc une solution purement on-premise. Donc, en effet, il n'est pas prévu du tout de déclinaison Teams on-premise pour notamment tout un ensemble d'éléments liés à la sécurité, puisque aujourd'hui on peut atteindre des niveaux de sécurité, notamment sur du remote working ou de l'itinérance, que l'on a bien pu voir justement dans la crise Covid, avec des explosions du nombre d'utilisateurs qui auraient été totalement impossibles d'absorber sur les infrastructures on-premise. Donc clairement, en effet, la solution, il n'y a pas d'ambiguïté. Microsoft est une société américaine, mais qui, bien entendu, applique l'intégralité des règles et des régulations, des réglementations, pardon, qui sont applicables dans les différents pays. Donc aujourd'hui, il y a plus de 90 réglementations qui sont appliquées, qui sont aussi bien valables dans le monde de la sécurité, de la santé, que de la défense, que de réglementations très très spécifiques à certains pays. Bien entendu, on applique l'intégralité des règles qui sont imposées en France et on est data center de santé, par exemple, pour avoir la capacité d'héberger l'ensemble des clients qui voudraient être hébergés dans les pays qui, bien entendu, autorisent des solutions de ce type-là. Sur le point qui concernait justement toute la partie partage d'informations, donc l'accès à l'information, bien entendu, elle est extrêmement contrainte, hein, soumis aux clauses, aux OI model clause et à des juridictions. Donc, ce n'est pas des États qui demandent à Microsoft je voudrais les données de tel client, mais c'est dans le cadre de procédures juridiques où un juge demande à un autre juge de saisir dans le pays où est hébergé, ou plutôt est gérée la société, de pouvoir accéder aux informations. Justement, si la problématique de localisation des données, hein, ce qui peut arriver dans certaines juridictions ou certaines conformités, Mathieu, si on peut passer sur le slide suivant, donc là où on est aussi pour pouvoir s'adapter à des règles de conformité bien spécifiques, c'est la capacité justement à localiser les données au plus près des utilisateurs. Alors, pour des problématiques parfois de performance, bien qu'on ait justement des systèmes de géoclusterisation qui permettent d'avoir les meilleurs accès possibles, hein, et puis de réseaux, comme je le disais tout à l'heure, propriétaires, donc, mais surtout pour gérer des problématiques de conformité liées à la localisation des données. Donc, en France, on a plusieurs data centers qui permettent de se répliquer, d'avoir la plupart des services M365 hébergés en France sur deux plaques géographiques légèrement différentes en France pour assurer les plus hauts niveaux de service. Pareil, hein, la capacité aussi pour les clients allemands, suisses, japonais ou coréens, par exemple, d'avoir ce même type de choses, et pour certains services, notamment de données at rest, donc de données stockées localement, d'avoir la capacité pour certains utilisateurs qui manipulent les données, par exemple en Corée, qui ont besoin de stocker leurs données en Corée, d'avoir leurs données en Corée, et d'autres de garder leurs données en France. Donc d'avoir cette possibilité sur certains services M365 de localisation des données au plus près. Voilà donc véritablement sur la partie juridiction. Pour conclure, je propose de redonner la main à Grégory. Effectivement, donc sur ce dernier slide, on revient un petit peu sur cette étude. Ce qui a été important, en fait, c'est que c'était pendant cette période de confinement, on a compris sur Orange Cyberdéfense, bien évidemment, qu'il n'y avait pas que la sécurité, hein, que c'était le choix d'une solution de visioconférence. C'est surtout un compromis entre les fonctionnalités dont vous avez besoin, effectivement, les contraintes techniques avec la bande passante, et aussi, nous, on est là aussi pour parler de confidentialité des données et la protection de la vie privée aussi, c'était important. Je tiens à dire en tout cas qu'en conclusion, la solution Teams est un outil sécurisé, que sur le marché, effectivement, c'est un des solutions phares. On a remarqué que évidemment, si vous avez utilisé
une architecture full Microsoft, on va dire, bon, ben, Teams est complètement la solution à utiliser. Même si vous n'êtes pas full Microsoft, cette solution, voilà, pour nous, elle est sécurisée. Microsoft a été vraiment très transparent. L'équipe, donc les 4 personnes consultants qui ont travaillé sur cette étude, ont indiqué clairement que Microsoft avait été transparent sur le sujet, contrairement à d'autres. Voilà, d'autres, on n'est pas là pour comparer, mais voilà, sachez que Microsoft a joué le jeu. Vous pouvez effectivement retrouver l'étude comparative sur le bug d'Orange Cyberdéfense avec le lien en bas. Je tiens à signaler que vous verrez qu'il y a des notations en fait, qui ont été données par les consultants qui se sont réunis, voilà, qui en ont discuté, qui ont débattu entre eux. C'est leur choix, c'est leur position. Ils ont choisi de mettre des niveaux de maturité, et donc sur une dizaine de solutions. Et ensuite, sur le bug, vous verrez, vous avez des études approfondies, comme Teams, sur d'autres solutions, effectivement. Et là, on rentre clairement plus dans le détail. Une dernière chose, donc dans l'équipe que je vous ai citée, il y a Charles van der Waalt, donc qui est le OCD Security Research Center, enfin qui dirige le Security Research Center, qui est une personne et très bon speaker d'ailleurs, et qui depuis en fait cette étude a été contacté par un certain nombre de solutions, de constructeurs, pour justement plutôt que se braquer, on demandait pas de l'aide, mais de travailler avec Orange Cyberdéfense pour améliorer la sécurité de leur solution. Voilà. Alors justement, en effet, sur l'aspect, je pense, transparence, c'est un élément qui est absolument clé, hein. Le principe de security by obscurity, ça ne fonctionne pas, donc on est extrêmement prolixe, parfois beaucoup, et ça peut être en effet parfois complexe, puisqu'il y a des éléments structurants de la sécurité Teams qui ne sont pas dans Teams, mais qui vont reposer par exemple sur notre infrastructure réseau, qui vont reposer sur des mécanismes d'Azure Active Directory, qui vont reposer sur des fonctionnalités d'Advanced Threat Protection qui sont pas directement liés à Teams, mais qui sont des éléments d'infrastructure propres à M365. Donc, vous avez dans cette planche tout un ensemble de liens et de ressources vous permettant d'aller plus loin sur les différentes grandes thématiques, donc gestion de la privacy, hein, les données, de la propriété de l'information manipulée, sur tout ce qui concerne les contrôles. Donc, Grégory en a décrit quelques-uns. Il faut savoir aussi qu'on a énormément progressé, énormément fait d'évolution sur cette partie-là, notamment dans la partie éducation, puisqu'il y a un certain nombre d'usages en l'éducation qui ne sont pas les mêmes que pour l'entreprise classique. Donc, on a énormément complété justement la gestion de contrôle et le contrôle des meetings dans Teams, et ça continue à évoluer. L'avantage d'une solution SaaS, c'est que pratiquement tous les mois arrive son lot d'évolution. Ensuite, bien entendu, il y a un élément clé qui est la gestion de la protection de l'identité de votre compte, qui est fondamentale dans une architecture Zero Trust Network, Zero Trust. Le principe est qu'on ne fait confiance qu'à une seule chose, c'est d'être, une confiance. Après validation, c'est que l'utilisateur est bien ce qu'il dit être. Et à partir de cette validation du profil de l'utilisateur, va découler tout un ensemble d'accès et de contrôle d'accès liés à qui il est, d'où il se connecte et comment il se connecte. Et bien entendu, des éléments structurants concernant les attaques, puisque une infrastructure sécurisée va être par construction et par définition attaquée. Donc, c'est tous les mécanismes de résilience et de résistance à ces attaques. Et puis, au-delà de ces attaques, il y a bien entendu ce qui est absolument fondamental pour être même capable de vendre la solution, c'est d'être capable de respecter les règles de conformité et de compliance dans un pays. Et là, on s'engage bien entendu à respecter toutes ces règles-là. Pour aller un peu plus loin, le prochain webinaire est très lié à la sécurité, donc le 7 juillet 2020. Ici, vous avez sur ce lien la capacité de vous inscrire pour la partie identité, mais tout au cours de l'été, et puis bien entendu à la rentrée, nous allons compléter l'ensemble des webinaires. Il y a déjà eu pas mal de webinaires qui sont sortis justement sur les nouveautés liées à Teams, mais au-delà de Teams, bien entendu, si vous voulez
approfondir ces éléments de sécurité, ce sont les 6 grands pavés que vous avez là qui vont vous permettre de tout comprendre et de tout maîtriser sur la sécurité dans Teams. Et puis en termes d'étapes suivantes, bien entendu, je ne peux que vous inviter à rencontrer et échanger avec les équipes d'Orange Cyberdéfense et avec les équipes Microsoft pour pouvoir approfondir, répondre à toutes vos questions et puis voir dans vos contextes spécifiques, dans vos réglementations et dans votre contrainte spécifique, comment intégrer au mieux une solution Teams avec le meilleur niveau de sécurité. Je vous remercie pour votre attention. Merci à tous et puis je vous propose de clore ici ce webinaire. Merci encore de votre attention et puis à très bientôt en direct, j'espère. Merci à tous. Au revoir. Merci.